une organisation copilote de cette coalition. Et Alexis va présenter, accompagné de Victor Romero Amigo, qui est chargé de la coopération internationale à l'ONG Le Partenariat. Ensuite, on va écouter Maimouna Diouf, qui est chef de projet genre énergie, changement climatique à Enda Energy. On va ensuite pouvoir écouter Stéphane Redon de SOCEN, qui a aussi présenté lors du premier atelier virtuel qu'on a fait sur l'accès à l'énergie en septembre. Et finalement, on va pouvoir avoir une intervention de Djadji Touré, qui est chef de projet à Vento, qui est adossé à Valorem, pour terminer cette session. Donc, merci à nos intervenants d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté de partager vos expériences sur vos projets respectifs. Et on va commencer donc je vais commencer par donner la parole du coup, à Alexis Kojol, qui travaille au GRS. Et Alexis, tu as 7 minutes pour présenter. Je te passe la parole. Merci. Merci, je vais essayer de faire vite. Et bonjour à toutes et à tous. Et du coup, merci beaucoup Eva pour l'invitation et pour l'organisation de cet atelier. J'ai une petite présentation, du coup, je vais commencer par partager mon écran. Eva, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? C'est bon. Ok, super. J'ai une présentation très rapide du GRS pour commencer, puis on passera ensuite au sujet qui nous intéresse donc aujourd'hui sur l'accès à l'énergie. Donc le GRS est une ONG de développement qui a été créée en 1976 et qui travaille principalement, même intégralement, sur les thématiques de l'énergie et du climat à travers 5 métiers. Et différents projets. Donc, on a les métiers qui sont tout d'abord l'accès à l'énergie, dont on va parler assez largement, et notamment les zones d'activité électrifiées, qui est un concept qui a été développé par le GRS et dont je vais parler après. Un métier sur le déploiement des énergies renouvelables, avec notamment des projets de charbon durable, de développement d'une filière de charbon durable au Cambodge, ou encore de développement de la filière de méthanisation en France. Des projets de maîtrise de la demande en énergie, avec des projets de foyers améliorés, par exemple au Myanmar. Et du coup, deux autres métiers, donc l'accompagnement des politiques et l'action climat-énergie, et un métier de mobilisation des acteurs pour engager les gens vers un véritable changement sociétal et plus de solidarité climatique. Voilà, sur les pays d'intervention, rapidement, on gère des représentations dans une vingtaine de pays, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest et au Maghreb et en France. On intervient du coup avec des représentations et des équipes locales, mais également sur un format de consultance et d'assistance technique dont on parlera tout à l'heure justement avec Victor, sur d'autres géographies et dans d'autres pays où nous n'avons pas forcément de représentation physique. Voilà, sur le sujet pour le GRS, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt du coup l'accès à l'énergie. Nous, on conçoit l'accès à l'énergie comme un moyen de soulever les leviers sociaux et économiques qui permettent, si les ENR et la maîtrise de la demande en énergie sont des leviers techniques qui permettent l'accès à l'énergie, ce métier accès à l'énergie permet que justement tout le monde y ait accès et représente donc la dimension inclusive de l'accès. Sur ce métier, on a un gros projet, même un programme qui est dédié aux zones d'activité électrifiées. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ce qu'on appelle les ZAE au GRS, c'est des mini-grids qui sont dédiés aux utilisateurs productifs de l'énergie, donc aux entreprises, aux petites et très petites entreprises rurales. Donc, en fait, on est parti du constat que les acteurs et les développeurs de solutions d'accès à l'énergie en zone rurale, en Afrique de l'Ouest et principalement au Mali où on travaille beaucoup,
ne répondaient pas ou n'avaient pas forcément les moyens de répondre aux contraintes qui étaient posées aux utilisateurs productifs de l'énergie. Donc, avec des kits avec des kits solaires, par exemple, qui sont des solutions assez limitées en puissance. J'ai apparemment été mis en sourdine, je reprends. Donc, je disais qu'avec des kits qui sont assez limités en énergie ou avec des mini-réseaux qui parfois ne délivrent de l'énergie de l'électricité qu'en horaire nocturne ou avec une puissance qui est limitée ou avec des problèmes techniques comme les chutes de tension. Finalement, les productifs avaient beaucoup de peine à se développer et parfois étaient contraints de retourner à l'énergie manuelle ou au groupe électrogène. Donc, on est parti de ce constat-là et de l'observation des acteurs terrain et de ces utilisateurs productifs pour faire émerger un nouveau concept de zone d'activité électrifiée qui sont des mini-réseaux dédiés aux productifs. Donc, en fait, on va créer une pépinière d'entreprise électrifiée qui va être fournie en électricité 24 heures sur 24 avec une électricité renouvelable de qualité en quantité suffisante qui va permettre vraiment aux entreprises de ne plus se soucier de leurs problématiques énergétiques pour se développer. Donc, on a lancé 2 pilotes au Mali, un en 2016 et le deuxième en 2019, qui hébergent à eux deux, donc 2 ZAE qui hébergent une grosse vingtaine, voire 25 TPE, très petites entreprises, qui peuvent être aussi diverses que des boulangeries, des menuiseries, des ateliers mécaniques, une radio, etc. Ça peut être toutes sortes de TPE qui profitent de cet accès en zone rurale. On retient principalement 2 choses de ces pilotes. La première, c'est que l'énergie, c'est une condition nécessaire mais qui est au développement de ces entreprises, mais qui n'est pas suffisante. Il y a un réel besoin de renforcement de capacité des acteurs. Il y a un besoin de renforcement de l'écosystème des affaires, en fait, et de tous les acteurs, que ce soit les entreprises ou les gestionnaires, ou que ce soit des acteurs publics ou privés. Et donc, le GRS a mis en place tout un programme d'appui à l'entrepreneuriat pour justement permettre à ces acteurs de se former, d'avoir accès plus simplement au marché, de mieux gérer leur entreprise, de mieux se développer et de faciliter également leur accès au crédit, puisque ces entrepreneurs qui sont raccordés au mini-réseau doivent investir eux-mêmes dans leur matériel productif. Donc, finalement, ce schéma-là, c'est un petit peu l'offre que représente la ZAE, que promet la ZAE à ses entrepreneurs, avec une énergie de qualité renouvelable, des locaux professionnels bioclimatiques et tout un programme de renforcement de capacité et d'appui à l'entrepreneuriat avec du soutien technique et aussi un accès facilité aux services financiers. La deuxième chose qu'on retient, c'est l'importance, une problématique extrêmement importante qui est liée à l'ingénierie sociale et au modèle de gouvernance de ces ZAE. On travaille de plus en plus et on essaie de favoriser en tout cas la mise en place d'un partenariat public-privé entre les acteurs publics locaux et un gestionnaire qui est chargé du développement et de la gestion administrative et technique de la ZAE. Donc, on va avoir en fait une infrastructure qui est publique et qui est gérée par un privé. Et ceci, on pense qu'en tout cas, ça permet de fixer une compétence technico-commerciale en zone rurale qui permet de pérenniser l'infrastructure dans le temps et de la viabiliser économiquement et techniquement. Aujourd'hui, du coup, ces 2 pilotes ont permis de valider le modèle et de capitaliser pas mal d'informations sur le fonctionnement de ces ZAE. Je vous montre ici, par exemple, la ZAE de Kouri, qui est dans le sud-est du Mali, à côté de Koutiala. Et puis peut-être un mot, avant de passer la parole à Victor, sur les dernières photos sur les hommes et les femmes finalement qui participent au développement de ces ZAE et c'est tous ces entrepreneurs. Donc on voit aussi bien la gestionnaire de la ZAE de Kouri en haut à gauche que tous les entrepreneurs divers et variés qui justement développent leur entreprise grâce à cet accès renforcé à l'électricité.
Donc, on a, comme je disais, 2 pilotes. On est entré dans une première phase de réplication avec 6 nouvelles ZAE qui vont être développées au Mali en 2021, donc d'ici la fin d'année. On travaille par ailleurs à l'émergence d'une entreprise sociale qui aurait pour mission de gérer, de développer et de gérer un parc de ZAE au Mali afin de standardiser la qualité de service, la durabilité et le renforcement des acteurs locaux pour assurer un meilleur développement. Et par ailleurs, donc ça c'est des projets qui sont plutôt internes, et on accompagne, comme avec Victor du partenariat au Sénégal, on accompagne des organisations externes, que ce soit des bureaux d'études, des associatifs, des ONG. On les accompagne à s'emparer de ce modèle et à répliquer ces ZAE sur leur territoire d'intervention pour accélérer ce développement. C'est exactement ce dont va parler Victor à l'instant au Sénégal, avec le programme d'appui aux énergies renouvelables, le PAER, qui a permis de développer une ZAE dans la région de Saint-Louis et prévoit d'en développer des nouvelles. Donc, tout ça est fait au Sénégal avec une assistance technique du GRS qui fait profiter de cette expérience acquise au Mali au partenariat pour accélérer et permettre cette réplication. Victor, je te laisse la parole pour continuer sur le Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Du coup, je vais en profiter pour mettre moi-même la petite présentation. Alors, je dois juste attendre que… Ouais, parfait. Je vais en profiter du coup le temps que je charge la présentation pour évidemment remercier Climate Change pour nous avoir permis de présenter nos actions. Je ne sais pas si vous voyez là pour le moment la présentation. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est bon. OK, parfait. Merci. Du coup, en 2 mots, je vais faire comme Alexis, mais de manière très brève, une présentation très rapide de notre association. Donc, nous, on est une association qui fête justement cette année ses 40 ans. Donc, on travaille sur 2 pôles d'action. Un premier qui nous concerne aujourd'hui sur la coopération internationale. Donc, on travaille depuis 40 ans au Sénégal, depuis une dizaine d'années au Maroc et depuis environ 5 ans en Guinée. Sur des questions d'appui aux politiques publiques territoriales. Donc, ça peut recouper les questions d'accès aux services sociaux de base, EHA, santé. On travaille aussi sur les questions qui nous préoccupent plutôt aujourd'hui, à savoir les questions d'environnement et de développement durable, et notamment la diffusion de solutions d'accès à l'énergie. À côté de ça, on a aussi un volet de ce qu'on appelle l'EXI, donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, avec notamment des ateliers qu'on appelle d'immersion et des modules pédagogiques sur les questions d'éducation au sujet qu'on traite aujourd'hui, au sujet d'interculturalité, donc ici à Lille, au nord de la France. Sur le PAER, du coup, qu'Alexis vient de citer, et dans lequel, du coup, on a pu compter sur la précieuse aide technique du GRS. Pour vous recontextualiser très rapidement le contexte dans lequel on a commencé à intervenir et le pourquoi intervenir sur ces questions énergétiques. Donc, on a commencé à intervenir dans la zone nord du Sénégal et plus précisément la région de Saint-Louis, qui est frontalière avec la Mauritanie et qui, sur son flanc ouest, donne sur l'océan Atlantique, à travers plusieurs constats qui étaient partagés par les partenaires locaux, et notamment l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, qui est un des partenaires clés de ce programme. Donc, on trouvait on va dire au niveau des problématiques, des éléments assez classiques qu'on peut retrouver dans d'autres territoires d'Afrique de l'Ouest, notamment la question de la disparité sur l'accès à l'énergie, notamment et à l'électricité, notamment les disparités entre zones rurales et zones urbaines. Ce que disait Alexis plus tôt, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que le manque d'accès à l'énergie est aussi un frein à l'activité économique, donc un frein au développement des entreprises. On a aussi, donc ça c'est aussi une spécificité du territoire, mais pas qu'une spécificité, mais c'est particulièrement parlant au niveau de la région de Saint-Louis, à savoir une problématique de contrainte de changement climatique qui est assez forte
au niveau de la région de Saint-Louis, avec à la fois la montée des eaux sur son flanc atlantique et puis une désertification sur les zones plus sahéliennes. Et donc, un renforcement de ces enjeux de désertification à travers la consommation du bois de chauffe. Aussi en amont de la mise en place de ce programme, on avait commencé déjà au niveau du partenariat à soutenir les partenaires locaux dans la mise en place d'actions sur les questions de développement de la méthanisation et de solutions alternatives au bois de cuisson. Et donc, à partir de 2017, on a lancé un programme donc, avec le soutien technique du GRS et avec l'Agence régionale de développement pour promouvoir la diffusion et la diversification de solutions énergétiques renouvelables avec le soutien de l'Agence française de développement, notamment, mais aussi d'autres fondations privées. J'ai vu que Valorem intervenait plus tard, donc on a notamment pu compter sur le soutien de leur fonds de dotation. Donc, on a pu intervenir sur ce programme à travers 3 axes. Le premier, qui est caractéristique de notre logique d'intervention et traite du pilotage sectoriel et de la dynamique territoriale. Donc là, on vient vraiment accompagner l'Agence régionale de développement et les collectivités territoriales dans la mise en place d'une politique publique régionale en faveur de l'accès à l'énergie, donc plus globalement en travaillant sur les questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et afin de promouvoir des solutions bas carbone sur le territoire. Voilà, on a aussi travaillé à la mise en place d'un cadre de concertation multi-acteurs où on a notamment pu travailler, donc Enda Energy va pouvoir évoquer ses projets juste après, mais on a également pu avoir du lien avec cette ONG sur ces questions-là. Donc là, on voit que justement le fait de pouvoir faire rencontrer des acteurs étatiques, des collectivités territoriales, des entreprises, favorise un écosystème en faveur du développement de solutions renouvelables. Sur ce volet, justement, on travaille aussi au développement de la structuration de l'offre, donc à savoir le renforcement et la concertation avec les entreprises qui travaillent déjà dans le secteur, à la fois sur les questions solaires, mais aussi biogaz, et aussi sur la question de la sensibilisation à la transition énergétique avec des relais de la société civile. Donc, on travaille notamment avec des organisations paysannes. Je remarque en parlant que je parle un peu vite, donc je m'excuse très fortement pour la traduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Du coup, le troisième axe d'intervention traite de ce que Alexis a présenté, à savoir la diffusion de bonnes pratiques et d'innovation technologique bas carbone. Donc, on a ici 2 exemples. Un premier qui est sur le modèle de la ZAE d'Alexis, la plateforme de Midi, où on a intervenu avec la mise en place d'une approche intégrée pour 12 toutes petites entreprises avec une provision d'une solution solaire et des bâtiments pour pouvoir abriter les activités de ces entreprises. Une autre sur le côté, au niveau du village de Cascas, où là, on est plutôt sur un accompagnement d'acteurs agricoles sur des solutions de transition énergétique, à savoir une solution solaire de pompage qui vient en alternative à ce qui existait déjà, à savoir des solutions diesel. Donc, on vient vraiment proposer des solutions aux acteurs afin qu'ils soient à même de les répliquer par derrière. Donc, mon timer me dit que je viens d'utiliser 7 minutes, donc je ne vais pas prendre plus de votre temps et je vais laisser du temps aux prochains intervenants. Merci et bonne suite de présentation et je reste disponible s'il y a des questions. Merci beaucoup Victor et Alexis pour ces présentations. C'est super de voir que les projets de 2020 sont restés résilients face aux impacts de la crise et on croit que le projet continue de grandir. Maintenant, on va passer la parole à Maimouna Diouf, qui est chef de projet genre, énergie et changement climatique à Enda Energy. Maimouna, vous avez 7 minutes. Merci beaucoup. Merci à de nous avoir donné l'opportunité de présenter ce projet de bonne pratique. Laissez-moi partager mon écran. Ça passe? Le voyez. Okay. Merci beaucoup. Donc, avant de présenter le projet, je vais peut-être présenter un peu Enda Energy, qui est une ONG internationale qui intervient sur différents axes, notamment l'accès à l'énergie.
le changement climatique, les questions de genre et énergie, mais également sur la gestion durable des terres. Et donc, la présentation d'aujourd'hui va porter plus sur l'accès à l'énergie pour le renforcement de la résilience des femmes. Et juste pour contextualiser, dans le cas, nous notons au niveau national et peut-être international qu'il y a quand même une faible implication des femmes dans les usages productifs de l'énergie. Il y a également un accès inégal des services énergétiques et là, je fais référence non seulement à la sexospécificité, c'est-à-dire les inégalités de genre qu'on a notées par rapport aux hommes, aux femmes sur l'accès à l'énergie, mais également sur les inégalités entre le milieu urbain et le milieu rural. Donc, il y a également les problèmes d'accès à l'emploi, vraiment pour les jeunes et les femmes. Une faible transition également de l'énergie est notée au niveau, notamment en milieu rural, et donc pour les équipements de cuisson propres. Il y a également une hausse de la demande au niveau pour la connexion, voilà. Donc, il y a également une hausse de la demande de combustible de cuisson domestique corrélée positivement avec la démographie. Donc, plus la démographie augmente, nous notons qu'il y a une hausse de la demande de combustible de cuisson qui, pour la plupart du temps, n'est pas pris en compte et parfois oubliée dans les questions d'accès à l'énergie. Et aussi, n'oublions pas qu'au-delà de cet accès à l'énergie, nous avons également des engagements en termes de contribution à la mise en œuvre des stratégies et politiques nationales du secteur de l'énergie. Et là, je fais référence à la lettre de politique du secteur de l'énergie, mais également au CDN, des contributions déterminées au niveau national, mais également en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, pour revenir à l'objectif de ce projet qui se nomme renforcement de la résilience des groupements de femmes productrices dans cette localité du delta du fleuve Sénégal, notamment à Saint-Louis. C'est vraiment un projet de chaîne de valeur agricole pour une sécurité alimentaire. Et donc, l'objectif global de ce projet, c'est de contribuer à l'autonomisation des femmes au niveau de la région de Saint-Louis, au niveau du delta du fleuve Sénégal, mais également d'accroître la productivité agricole des femmes productrices du delta par la gestion durable des terres, le renforcement de capacité qui est assez important, mais également l'accès à l'énergie et à l'information climatique. Il y a également le développement de stratégies d'adaptation et d'atténuation face aux risques agricoles liés aux effets de ces changements climatiques, qui est assez important. Et en termes d'approche de mise en œuvre, nous avons tout d'abord, parce que le projet, nous avons parlé tout à l'heure de l'agriculture, et qui dit agriculture, nous avons un besoin d'accès à la terre. Et puisque ces groupements de femmes avaient ce besoin-là, il fallait faire le plaidoyer au niveau de ces collectivités locales pour faciliter l'accès à la terre à ces groupements de femmes afin de développer leur production agricole. Et donc, après cela, nous avons eu des résultats, ça va venir dans le diapo où les collectivités locales ont attribué des terres à ces groupements de femmes. Suite à cela, il y a l'accès à l'énergie qui est mis en avant à travers des matériels de pompage solaire, mais également l'accès à l'information climatique qui joue également un rôle très déterminant dans le cadre de ce projet, et l'accès au marché. L'accès au marché pour vraiment écouler les produits que les femmes vont produire lors de ce projet, et ça a été un succès, d'autant plus que il y a le marché local à travers l'oignon, etc., et d'autres produits, mais c'est l'oignon qui a été mis en avant. Mais également, et tous ces 4 A-là, c'est vraiment pour contribuer à l'autonomisation des femmes à travers la production agricole. Et par rapport aux différents résultats attendus du projet, les différents résultats obtenus du projet par rapport à l'accès à la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un plaidoyer qui a été fait au niveau de ces collectivités locales, et ce qui a fait qu'il y a au moins une mise à disposition de 9 hectares au profit de ces groupements de femmes, de Potou par exemple. Il y a 8 hectares au profit des femmes de Gandiol, 1,5 que les collectivités locales ont octroyé ont attribué aux femmes de Diama, au groupement de femmes de Diama, parce que ce projet, on travaillait spécifiquement avec les groupements de femmes.
il y a également 1,5 hectares qui a été octroyé au niveau des femmes de Gandiabal, mais pour Gandia, ils avaient déjà ces terres, donc ENDA a essayé de clôturer les 9 hectares que ces groupements de femmes avaient au niveau de Gandia. Et par rapport à l'accès à l'énergie, après l'accès à la terre, il y a l'accès à l'énergie pour qu'il y ait cette production. C'était vraiment d'aménager les sites parce qu'il ne fallait pas les laisser, il fallait les sécuriser les sites, vraiment faire le débroussages, mais également l'installation du goutte à goutte et du pompage solaire. Et ces pompages solaires-là, à la place où ils utilisaient le diesel, aujourd'hui, ils utilisent le pompage solaire, et ça leur a permis d'avoir une réduction de 40% de leur charge. Et cela va entrer dans les bénéfices de ces groupements, dans le chiffre d'affaires. Et donc, ça va contribuer au renforcement de leur pouvoir économique. Et l'autre volet qui a été vraiment pris en compte dans le cadre de ce projet, c'est le renforcement de capacité. Parce que si on veut vraiment que ces femmes soient autonomes, soient entrepreneurs, il faut renforcer leurs capacités. Et donc, c'est un volet qui a été pris en compte dans le cadre de ce projet à travers la formation dans le domaine des changements climatiques. Parce que c'est quelque chose qu'elles vivent, que ces femmes-là vivent, mais peut-être leur expliquer comment cela accentue sur leurs activités. Ça leur permet d'être de plus en plus conscients de ces effets néfastes des changements climatiques, mais également des risques agricoles. Et l'information climatique, c'était important et c'est par là que nous avons travaillé avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie et qui était chargée d'envoyer des SMS aux 50 femmes relais qui étaient formées sur l'information climatique. Et ces femmes relais-là avaient le rôle de diffuser l'information au niveau des autres femmes, au niveau de la communauté, pour qu'ils sachent ce qui se passe au niveau du climat, au niveau de la localité. Et là, c'était important, cette information climatique, parce que ça leur permettrait aujourd'hui, si tu devrais irriguer au niveau de ces périmètres maraîchers, et que tu as l'information que demain, ça va pleuvoir, là, au moins, tu as une économie de temps et tu ne vas pas perdre du temps à aller arroser, irriguer les champs. Et donc, mais également sur la qualité de l'air. Ils avaient vraiment de l'information sur ces différentes activités à travers cette information climatique avec laquelle nous avons travaillé avec l'ANACIM. L'autre aspect qui était informant sur le renforcement de capacité que je n'ai pas rappelé, c'est le leadership. Ils étaient formés sur le leadership, l'entrepreneuriat local, qui était vrai, mais également sur la gestion, parce que c'est des entreprises qu'ils ont, et avec le nombre de tonnes qu'ils ont récoltées. Si vous voyez la photo à gauche, c'est vraiment des tonnes d'oignons qui ont été récoltées et commercialisées au niveau local, parce qu'il y a la frontière, c'est près de la frontière, et donc à travers les autres pays de la sous-région qui viennent souvent, c'est un marché qui est déjà là et les autres pays viennent y acheter. Donc, ce qui fait que tout ce qui a été produit a été vendu. Et là, par rapport à cet écosystème d'acteurs, c'est important parce que c'est un projet. Donc, ENDA était partenaire technique et à travers le financement de OSIWA et de SIA Delta, qui sont au centre de ce cercle-là. Il nous reste 1 minute. D'accord. Je vais bientôt terminer. Et donc, pour les différents acteurs, nous avons encore là, peut-être je vais passer sur ce diapo pour pouvoir parler un peu de l'énergie de cuisson. Donc, qui, à mon avis, est assez important parce que souvent, quand on parle de l'accès à l'énergie, il y a l'énergie les équipements de cuisson qui sont souvent oubliés alors qu'ils occupent une place importante en termes de consommation. Et aussi rappeler que les inégalités de genre, il ne s'agit pas seulement des relations, de l'analyse sexuelle spécifique. Il y a du bruit en bas. Mais il ne s'agit pas de faire seulement l'analyse spécifique, sexe-spécifique, mais également l'analyse dans l'aspect entre le milieu rural et le milieu urbain. Et cette vulnérabilité-là qu'on sent toujours en milieu rural, d'où l'importance aussi de prendre en compte ces équipements de cuisson qui sont économes en énergie. Et peut-être que je ne vais pas m'appesantir trop pour avoir le temps de parler un peu de ces avantages connexes, de ces foyers, mais également de l'accès aux énergies renouvelables en termes de réduction de la pauvreté énergétique. Et ça a permis à contribuer à l'ODD 1
mais également à contribuer à l'EDD3 à travers l'atténuation de l'exposition aux risques pour la santé, parce qu'on sait que quand les femmes sont dans les cuisines, ils sont avec leurs enfants et donc avec la fumée. Donc, mettre en place ces équipements de cuisson permet d'atténuer l'exposition aux risques pour la santé. Il y a également la réduction de la corvée, parce qu'on sait que quand on parle de cuisson, en milieu rural, ils mettent du temps à collecter du bois de chauffe. Donc, cette corvée-là, au moins avoir cet équipement de cuisson permet de réduire le temps de collecte. Et là, ça va leur permettre de développer d'autres activités génératrices de revenus. Et donc, mais également de contribuer à l'amélioration de l'accès aux énergies modernes. C'est important parce qu'on parle de l'accès à l'énergie. Donc, ces bonnes pratiques-là permettent d'améliorer l'accès aux énergies modernes, mais également de protéger nos forêts à travers la réduction de la demande en bois, à travers les équipements de cuisson qu'on utilise, mais également la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut rappeler que le genre et l'énergie sont deux questions transversales. Et donc, prendre en compte ces questions-là permet d'atteindre les autres objectifs du développement durable. Et donc, il y a également la réduction de la pression sur la forêt et à travers l'ODD 15. Donc, je sais que j'ai déjà épuisé mon temps. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et merci de votre aimable attention. Je ne pouvais pas aller dans le fond, d'autant plus que c'est juste 7 minutes de présentation. Merci beaucoup. Merci Maimouna pour ces présentations. L'aspect genre est absolument crucial à prendre en compte dans l'accès à l'énergie. Passons maintenant la parole à Stéphane Redon, qui est intervenu lors de notre dernier atelier virtuel énergie, mais qui a depuis pu avancer de manière significative sur le projet d'éclairage public en Ouganda. Stéphane, on vous laisse présenter, vous avez 7 minutes. Bonjour. Bon, c'est parti, c'est l'écran. Donc effectivement, mon intervention, moi, en préambule, s'intègre dans un projet qui a démarré il y a quelques mois et qu'on essaie effectivement de suivre et de partager avec vous, parce que ce qui est intéressant souvent, c'est pas de parler qu'un concept, c'est de voir à travers son exécution quels sont les problèmes qu'on rencontre, les réussites aussi, et les expériences qu'on en tire. Donc là, c'était pour vous présenter après globalement 6 mois d'activité, même si le projet a démarré un peu avant et a été un peu impacté, mais pas trop, puisqu'on intervient, nous, en Afrique de l'Est, qui a su, pour l'instant, gérer un peu plus facilement tous les déplacements et donc les contraintes. Et en notre deuxième mot préambule, c'est pour vous expliquer effectivement qu'on parle d'un sujet qui traite plus, là, pour l'instant, a priori, un contexte qui est un contexte d'urbanisation, qui est un des enjeux aussi d'Afrique, parce que malheureusement, le milieu rural a une pression aussi qui tend à ce que les gens migrent vers les villes, et cette infrastructure-là est à la fois primordiale dans les plans de développement urbain, même s'il a aussi des dimensions au niveau du milieu rural, parce que tout ce qu'on va décrire, vous allez le voir, on se concentre certes sur des grandes villes pour l'instant, mais parce qu'il y a des développements et des impacts qui sont aussi attendus sur des villes secondaires et des plus petits villages. Donc ce projet, je rappellerai rapidement la méthodologie et les objectifs, les quelques leçons qu'on en tire déjà à présent, à peu près à un tiers du projet d'avancement, et vous parlez effectivement là des derniers développements, et j'y étais donc la semaine dernière, vous expliquer quelles sont aussi les autres phases qu'on est en train de démarrer. Donc, rapidement, effectivement, donc on parle là d'un projet qui a lieu en Afrique de l'Est uniquement et en Ouganda particulièrement, où on a choisi ce pays parce que, comme beaucoup de pays, il y a un vrai déficit d'infrastructures d'éclairage, avec un taux à peu près de 8% de couverture de la population sur Kampala, mais qui tombe rapidement à moins de 1% dès qu'on parle de villes secondaires. On a choisi ce pays comme projet d'expérimentation d'un concept parce que la ville de Kampala travaille depuis maintenant 3 ans, avec l'appui entre autres de l'AFD, à développer un programme important de transformation et de développement de ce réseau d'éclairage public. C'est pour ça qu'il nous paraissait pertinent aussi de monter en parallèle un projet au niveau des villes secondaires. Donc, ce que j'explique en bas de la slide, c'est qu'il y a donc quelques initiatives qui existent aujourd'hui. Donc, KCCA et donc l'autorité de Kampala. YouthMid, c'est un programme de développement urbain financé par la Banque mondiale, et donc l'initiative qu'on va appeler Fondem, parce que c'est donc aussi un projet un peu particulier dans son organisation,
qui a permis de faire travailler ensemble des acteurs à la fois associatifs, qui est une ONG d'accès à l'énergie habituellement, qui s'appelle la Fondation Énergie pour le Monde, et des industriels spécialisés dans l'équipement d'éclairage public. Donc l'objectif en gros de cette initiative est surtout d'essayer de mettre en place à la fois une méthodologie et une approche, on va dire, disruptive, à savoir de pouvoir, au-delà de fournir ou donner ou vendre de l'équipement, mais plutôt réfléchir à un service d'éclairage public qui pourra intégrer trois composantes, à la fois une garantie de qualité à travers des équipements de qualité, aussi un montage contractuel qui permettra aux collectivités surtout d'avoir la garantie que l'infrastructure sera durable et de payer plutôt un service plutôt qu'un matériel, puisqu'il y a toujours aussi un problème de capacité technique à gérer ces infrastructures-là. Donc on réfléchit à des schémas de gestion déléguée de cette infrastructure. Mais effectivement, sur le troisième levier, qui est une démarche de co-construction dans laquelle aujourd'hui, donc je l'ai évoqué, on a fait travailler à la fois des associations et des entreprises, mais surtout les collectivités locales et ces populations pour qu'aujourd'hui elles soient vraiment partie prenante en amont et en aval du projet. Au niveau du développement, on a aujourd'hui un projet qui était censé être géré en trois phases. Une phase d'audit, on va appeler ça preliminary studies en anglais, avec un audit de l'existant et la réflexion d'un plan d'éclairage global pour bien comprendre les sites à éclairer et comment on pourra prioriser tout ça. Donc ce travail était terminé là au mois de mars. On entre maintenant sur la phase d'implémentation de sites pilotes qui vont couvrir 3 villes, qui va donc se réaliser entre maintenant et le mois de septembre, et ensuite enclencher sur une période d'observation qui nous permettra à la fois de montrer si le service est vraiment au rendez-vous et si la collectivité peut in fine s'approprier le projet pour effectivement préparer après une réplication à plus large échelle. On va synthétiser les études en disant qu'effectivement, tout notre travail a été surtout d'éduquer et de comprendre où est-ce qu'il y a des besoins d'éclairage qui sont a priori globaux, mais on ne pourra pas aujourd'hui tout éclairer. Donc, on va se concentrer surtout à dire qu'on va éclairer des populations et des personnes. Donc, il y a eu un gros travail qui a été de comprendre l'organisation géographique de la collectivité et savoir effectivement, pour des enjeux que sont des enjeux de sécurité, de développement économique ou d'attractivité, de bien comprendre aujourd'hui où étaient les populations dans ces espaces-là, où est-ce qu'il fallait d'abord commencer à éclairer pour qu'on ait un maximum d'impact, donc à savoir les endroits où on a une activité nocturne primordiale. L'enjeu, comme c'est un peu expliqué ici, c'est qu'effectivement, on part d'un réseau qui est quasiment inexistant. À travers un programme de planification, on a essayé de réfléchir à quoi on pourra ressembler effectivement à une couverture universelle, même si effectivement c'est un enjeu qui est très théorique, puisqu'aujourd'hui, les collectivités auront certainement des enjeux, surtout financiers, à développer une infrastructure globale. Mais l'enjeu, c'est quand même d'avoir une vision de ce que pourrait être un service d'éclairage universel sur tous les espaces des villes. On a surtout après donc travaillé sur différents axes et dans la solution technologique qu'on développe, on est par exemple surtout dans un travail d'éducation à comprendre que dès qu'on parle d'éclairage, il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre que l'éclairage est une chose. J'arrête mon alarme, excusez-moi qu'il me reste 30 secondes. Alors, donc effectivement, dans toutes les études qu'on a menées, on a surtout, par exemple, essayé de travailler à définir qu'est-ce que veut dire service d'éclairage et comment on peut adapter surtout un service d'éclairage aux usages avec des niveaux d'éclairage qui sont différents et à différencier selon les activités et selon les espaces géographiques de la ville. Le dernier renseignement parmi les clés de succès, on travaille effectivement, comme je l'ai dit, essayer de rassembler 3 acteurs principaux que sont d'abord à la base la population qui intervient dès le début du projet aussi à l'expression du besoin et à savoir aujourd'hui quels sont les sites qui leur paraît prioritaires à éclairer, mais aussi un engagement de leur part à être responsable dans les opérations et surtout de ce qu'on appelle la surveillance de ces équipements, puisque le solaire est parfois critiqué par la capacité, malheureusement, d'être vandalisé, d'être volé pour être utilisé pour d'autres applications. Donc là, les collectivités montent effectivement des comités de pilotage et de surveillance de ces équipements, par exemple.
Après, il y a un volet effectivement d'empowerment, de développement de capacité des collectivités pour aujourd'hui bien maîtriser la planification et ensuite développer des acteurs locaux qui seront des délégataires et des opérateurs de ces réseaux-là pour en garantir la qualité et la durabilité. Donc, l'aspect opérationnel fait qu'aujourd'hui, on a identifié dans ces 3 villes des sites pilotes qui nous permettent d'expérimenter à la fois les solutions technologiques qui sont pour l'instant basées sur des solutions par énergie solaire, même si dans les plans lumière, ce n'est pas forcément la solution technologique universelle. On aura aussi des endroits où on pourra être amené à rénover le réseau d'éclairage public par des technologies raccordées au réseau, mais en veillant à utiliser des systèmes très efficaces en énergie et surtout pilotables à distance pour aujourd'hui que la collectivité ait un contrôle de l'éclairage, un contrôle à la fois sur le fonctionnement et sur son économie, parce que si elle a des moyens financiers limités, elle peut quand même malgré tout maintenant essayer d'offrir un service d'éclairage, peut-être quelques heures par nuit, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, on essaie effectivement de veiller à cet équilibre technique et économique. Dernier petit mot que je vais vous parler pour vous donner les perspectives, parce qu'encore une fois, ce n'est pas 3 villes qu'on accompagne en fin de compte, c'est d'abord un programme qu'on est en train de structurer dans son scale-up sur toutes les villes secondaires en Ouganda, donc il y en a une 20aine. Et comment ça se fait ça? Donc on a listé avec des dialogues qu'on a établis avec ces populations et des parties prenantes locales, quels sont les enjeux aujourd'hui pour une réplicabilité. Tout ce que vous voyez expliquer cette slide-là sont donc les remontées d'informations et les challenges qu'on nous a remontés et sur lesquels on a démarré à travers un workshop qui a eu lieu cette semaine, la mise en place d'un groupe de travail à différents niveaux du territoire, que ce soit collectivité, ministère et encore une fois experts de l'éclairage et du montage de projets, pour que tous ces sujets-là soient la roadmap des actions qui vont être montées entre maintenant et sur les 12 prochains mois pour mettre en place un cadre global qui permettra à d'autres villes secondaires de pouvoir après solliciter un mécanisme d'accompagnement et de répliquer ces projets dans ces autres villes-là. Donc là, l'illustration que je vous disais là, donc ça c'est la photo qui a été prise la semaine dernière d'un workshop qu'on a organisé dans lequel l'idée c'est bien maintenant de échanger avec les parties prenantes locales et les autres acteurs présents dans ce pays-là, que ce soit d'un côté donc tous les bénéficiaires que sont aujourd'hui les différentes villes, des ministères de tutelle, des opérateurs aussi de services que sont UMEME, qui est donc la utility en Ouganda, qui aujourd'hui ne s'intéresse qu'à l'éclairage sur réseau, mais qui aujourd'hui développe aussi des compétences pour essayer d'apporter une solution à travers la technologie solaire à d'autres villes. Des partenaires effectivement techniques divers et variés, je vais nommer au moins le FMDV, puisque ce projet qui a comme philosophie d'agréger des compétences diverses et variées en essayant d'avoir différents partenaires. Le FMDB, par exemple, a animé ce workshop pour aborder le sujet ô combien sensible de l'accès au financement, de développement des capacités de financement des collectivités et surtout des montages contractuels possibles. Et des partenaires financiers, effectivement, qui accompagnent ce projet pour l'instant plus ou moins prêt. Je ne citerai effectivement que donc, par exemple, l'AFD, parce que l'AFD, comme je vous l'ai mentionné, appuie d'abord le Kampala sur un projet important et espère, à travers cette expérience qu'il développe avec une grande ville, pouvoir développer ensuite des outils plutôt destinés aux villes secondaires. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas effectivement d'abord de me ressolliciter pour des questions complémentaires et je vous dis à dans quelques mois pour vous montrer ensuite les résultats concrets et les performances attendues. Merci. Merci beaucoup Stéphane, c'est super de voir en quoi le projet a pu avancer. Pour notre dernière intervention, nous allons écouter Djadji Touré de Valorem qui va présenter le travail en cours à Casamance au Sénégal. Djadji, vous avez 7 minutes. C'est bon, vous voyez mon partage? Pas encore. Pas encore. Ah, oui, là c'est bon. Bon. Bonjour à tous et bonjour. Merci Climate Change pour nous avoir conviés à cette table ronde.
Donc, je m'appelle Diadi Touré, je suis chef de projet, donc responsable du business development en Afrique au sein d'Avento. Donc, Avento qui est un groupe qui est adossé au groupe Valorem. Et je vais vous présenter un de nos projets que nous avons au Sénégal, donc qui est un projet de mini-réseau vert, donc un projet d'électrification rurale que nous avons en Casamance, au sud du Sénégal. Alors, donc le Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup quand même, comme on travaille sur des sujets africains. Donc c'est un petit pays d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, donc 16 millions d'habitants. Voilà, donc qui a, on va le voir tout à l'heure, qui a un important, un ambitieux programme d'électrification au Sénégal et qui fait partie en termes de ce type de programme en Afrique de l'Ouest des pionniers quand même à ce niveau-là. Donc voilà, par rapport à l'électrification, excusez-moi. Donc, en termes d'électrification rurale, le Sénégal, comme tous les pays, comme tous les autres pays en Afrique, a d'importants défis à relever pour vraiment arriver à un accès universel à l'électricité pour tous. Donc, et pour cela, le gouvernement, l'État avait divisé le pays en 10 zones d'électrification rurale. Et ces 10 zones-là étaient attribuées à les 7, en tout cas, 7 de ces 10 zones-là étaient attribuées à des privés. Et donc, il restait 3 zones qui ne sont pas encore attribuées. Donc, c'est important. Je rappelle ça parce que je vais y revenir tout à l'heure. Notre projet s'inscrit dans le cadre de ces 3 zones-là qui ne sont pas encore attribuées. Donc, en termes de taux d'électrification rurale, en 2019, taux d'accès à l'électricité au Sénégal, en 2019, on était à 60% au niveau national. Peut-être les derniers chiffres, mais bon, ça n'a pas évolué autant que ça depuis 2019. Et au niveau rural, donc, on est à 40%. Voilà, on va voir que le milieu rural, voilà, donc, ce sont les parents pauvres de l'accès à l'électricité en Afrique, au Sénégal et particulièrement en Afrique. Donc, ouais. S'il est possible de mettre le PowerPoint en grand écran en cliquant sur Diaporama. Oui, c'est vrai. Comme ça, on va pouvoir mieux voir. C'est bon? Voilà, parfait. Oui. Okay. Merci. Donc, je parlais tout à l'heure d'Avento, donc, qui est un groupe qui est adossé au groupe Valorem. Donc, le groupe Valorem, c'est un groupe en France qui fait partie des pionniers en tant qu'opérateur indépendant, des pionniers du développement des énergies renouvelables. Donc, Valorem aujourd'hui, qui est un opérateur qu'on appelle IPP, donc producteur indépendant d'électricité. Et donc c'est un groupe de 300 personnes qui œuvrent en France, mais aussi à travers le monde dans le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est un opérateur multi-énergie dans le domaine des énergies renouvelables parce qu'on est spécialisé dans l'éolien, le solaire, photovoltaïque et l'hydroélectricité également. Et à travers sa fondation, donc, parce que Valorem a créé une fondation donc, qui s'appelle What for Change, j'ai entendu un des intervenants tout à l'heure évoquer What for Change à travers un des projets qu'il a au Sénégal, je crois. Et à travers What for Change, Valorem finance aussi des projets d'accès à l'électricité au Sénégal. Et le projet que je suis en train de vous présenter s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, le projet en question, c'est un projet que nous développons en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le département de Bounkiling, où est localisé ce projet-là. Donc, le département de
Bounkiling qui se situe, Bounkiling, c'est Ziguinchor, donc dans une région qui s'appelle Sédhiou. Et donc, du coup, et aussi la fondation Wolf Change. Donc, le projet en question, c'est un projet d'électrification rurale d'initiative locale. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que le Sénégal avait divisé le pays en 10 zones et les 7 zones ont été attribuées à des opérateurs privés à travers des concessions d'électrification rurale. Et les 3 zones qui restaient, donc, c'était permis à des opérateurs, c'est permis à des opérateurs privés de pouvoir développer en partenariat avec des locaux, des petits projets, donc des mini-projets qu'on appelle des projets d'électrification rurale d'initiative locale. Et donc, ce projet s'inscrit dans ce cadre-là en partenariat avec une association locale qui a initié ce projet-là et avec laquelle nous sommes en partenariat pour développer ce projet Toubafal. Donc, le projet s'inscrit dans un vaste programme parce qu'au niveau de la région de Sédhiou, il y a à peu près une quinzaine de villages qui ne sont pas électrifiés dans ce département-là, dans cette commune-là, pardon. Et donc, du coup, sur ces 15 villages-là, on a choisi Toubafal, donc, qui est le premier village qui sera électrifié en tant que pilote. Et puis, le projet sera répliqué sur le reste des villages. Donc, c'est pour cela que nous avons signé un partenariat avec l'ASER en 2019. Donc, ce partenariat-là nous a permis aussi de créer une société locale donc, qui s'appelle Kabada Énergie. Donc, dans cette société locale-là, en termes d'actionnariat, parce que c'est dans l'ADN de Valorem de toujours faire… Oui, allô? Tu peux continuer, Djadji, je crois qu'il y a juste une interférence. Donc, Valorem, dans son ADN, c'est de faire en sorte que le projet soit approprié localement. Donc, et c'est pour cela que nous avons fait rentrer dans l'actionnariat de la société locale, le département de Bounkiling, mais aussi l'association locale en question. Donc, le projet, en résumé, le projet se présente comme ça. Donc, nous avons choisi comme technologie, donc nous allons installer une centrale solaire, donc une centrale solaire PV, plus stockage batterie, sans groupe électrogène. Pourquoi sans groupe électrogène? Parce que c'est un village qui est assez reculé et nous avons, dans le cadre de l'étude technique du projet, nous nous sommes dit que voilà, ça allait être difficile d'acheminer du carburant dans le village et tout pour pouvoir alimenter le groupe électrogène. Donc, c'est pour ça que le parc, c'est un parc PV plus batterie et le parc batterie est dimensionné de telle sorte que le village aura 3 jours d'autonomie. Voilà, donc en cas, par exemple, pendant l'hivernage où il n'y a pas de soleil, etc. Donc, on crée aussi un mini-réseau électrique, donc 2 km en distribution aérienne basse tension. Et la prévision de raccordement des ménages, c'est 50 ménages, donc à peu près 496. Le village fait à peu près 496 habitants. Et puis, il y aura aussi des raccordements en termes de tout ce qui est raccordement communautaire. Il y a un village que nous allons raccorder, plus aussi un dispensaire. Et puis aussi, c'est très important ça, donc c'est le raccordement productif. Parce que l'un des obstacles de l'électrification rurale, c'est le fait que on n'a pas, les opérateurs privés n'ont pas encore trouvé le business model durable pour pouvoir, déployer des projets en milieu rural. Et donc, du coup, nous, on s'est dit dans ce projet-là qu'on va aller au-delà de la lumière, on va identifier les activités génératrices de revenus au niveau du village pour pouvoir justement les accompagner dans le cadre de l'électrification du village. C'est pour cela que nous avons aussi créé un périmètre maraîcher, donc de 1 hectare. Et ce périmètre maraîcher-là, aujourd'hui, est finalisé donc, et opérationnel pour pouvoir vraiment créer une économie locale qui puisse faire en sorte que les ménages puissent payer les factures d'électricité. Djadji, on va devoir pouvoir te laisser voilà, 30 secondes.
Voilà, Pour conclure. de toute la façon, je vais conclure, j'ai terminé. Donc après, voilà, donc ça, c'est en termes d'état d'avancement du projet avec toutes les étapes qui ont été finalisées jusqu'à la clôture financière du projet, comme je disais, qui a été financée en partie par la Fondation Valorem, la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi l'entreprise Avento en question. Et puis après, là, on est en train de faire les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations afin de pouvoir déployer le projet. Merci. Merci, Tchachi. OK, donc je vais pouvoir passer maintenant à la présentation très brève de la feuille de route parce qu'on a déjà un peu dépassé notre temps. Mais voilà, j'ai voulu vous le montrer. Juste profiter de cet instant de partage de cette feuille de route pour vous rappeler je me présente Romain Crouzet, directeur des programmes de l'association Climate Change. Je vous ai écouté tous avec attention. Juste pour rappeler que quelle est l'idée derrière de ces coalitions que Climate Change anime et du coup de ces ateliers de chacune des coalitions qu'on propose assez régulièrement, non seulement dans le cadre de nos sommets annuels, mais maintenant aussi en webinaire, en atelier virtuel. Évidemment, c'est ce qu'on vient de voir, c'est partager des pratiques, des bonnes pratiques dans différents secteurs pour le contexte africain, en essayant d'insister sur sur la réplicabilité des choses, comme le disait Stéphane tout à l'heure, de voir quelles conditions de mise à l'échelle et de réplicabilité de certains des projets pour que d'autres acteurs puissent s'en inspirer, voir comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui peut marcher. Donc, cette mise en réseau, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on va essayer de faire, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces feuilles de route, c'est aussi que ces coalitions-là, qui regroupent maintenant plusieurs centaines de personnes, à chaque fois qu'on fait un atelier virtuel, c'est plusieurs centaines de personnes qui se connectent, qu'on rajoute au sein de cette coalition pour partager de l'info. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces coalitions puissent aussi faire émerger des projets de manière plus concrète, qu'elles soient aussi peut-être un lieu de propositions communes, d'avoir des propositions concrètes qu'on puisse porter de manière commune entre acteurs non étatiques auprès, par exemple, de décideurs nationaux, d'autorités nationales, de banques de développement. Et du coup, cette feuille de route là qu'on essaie de mettre à jour, il y a ça, c'est ça l'idée derrière, c'est qu'on puisse avoir des choses plus concrètes qui sortent de déjà ces belles discussions et ces beaux partages, mais qu'on puisse aller plus loin. Et j'espère qu'on pourra à nouveau se retrouver en présentiel aussi, à nouveau faire des sommets Climate Change où on peut échanger plus concrètement. Je vais peut-être faire un spoiler, comme on dit en bon français. On devrait pouvoir être en mesure d'annoncer un prochain sommet Climate Change assez rapidement, qui devrait se tenir à Dakar à l'automne. Donc, suivez nos nouvelles, on va annoncer ça bientôt. Les conditions d'organisation seront forcément particulières vu le contexte sanitaire, mais je pense qu'on pourra aussi se servir de ce moment-là pour faire émerger des propositions communes. Et j'entends des choses sur les conditions de réplicabilité des projets d'électrification. J'entends des choses aussi sur les limitations peut-être normatives. Donc, je pense que cette coalition aussi pourrait, à l'occasion de notre prochain sommet, produire des recommandations communes fortes qu'on adresserait à des décideurs nationaux du Sénégal, mais aussi d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je voulais remettre un peu de perspective dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on est depuis maintenant un an, voire un peu plus, tous en mode virtuel, digital, mais j'avais envie de donner cette ouverture et je redonne la parole à Eva et je vous invite à faire attention aux prochaines annonces qu'on fera pour qu'on puisse aboutir à des choses plus concrètes ensemble. Et merci à tous de votre fidélité. On a encore aujourd'hui 120, 130 personnes en direct. Donc, on est vraiment super content que
que ça vous plaise autant, que ça vous intéresse toujours autant. Merci Romain. Et non, je ne vais pas te dire plus que ça sur la feuille de route maintenant parce que tu as surtout dit un peu l'essence de ce qu'on veut faire de toute façon cette année avec la feuille de route. Mais en tout cas, elle va être envoyée à nouveau à l'ensemble des membres et il ne faut vraiment pas que tout le monde qui est là aujourd'hui et l'ensemble des membres de la coalition, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours sur des propositions concrètes, comme tu as dit, pour cette prochaine année. Parce que c'est vraiment l'objectif aussi d'en faire quelque chose de très concret cette année. Donc peut-être, vu qu'on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les questions, mais qu'on va garder les questions quand même pour transférer ensuite aux intervenants, je vais plutôt demander à chacun des intervenants de nous faire une petite réaction, de nous partager une petite réaction à cette feuille de route et à la dynamique qu'on essaye de mettre en place justement pour cette prochaine année. Je ne sais pas si Stéphane voudrait commencer, parce que je sais qu'il a beaucoup d'idées aussi pour cette coalition. Stéphane? Je vais essayer d'abord de remettre le son, ça y est, je suis apparu. Alors effectivement… En une petite minute, si possible. Ouais. Non, je pense qu'encore une fois, très simplement, moi je vais être très, très concret, effectivement, et comme l'a fait, je pense, effectivement, Romain dans son appréciation, moi je pense que il est important effectivement d'essayer de réfléchir bon, je le fais parce que je rentre de mission et que je connais d'abord pas mal d'activités ou d'initiatives comme la vôtre qui existent, effectivement de dire qu'aujourd'hui il est temps de passer des paroles aux actes et que l'important c'est aujourd'hui de voir comment cette coalition peut être un peu un game changer par rapport à plein de choses qui existent aussi, donc à répondre à des questions un peu plus pragmatiques et dire si on vient tous d'abord à cette coalition, c'est que ça nous apporte quelque chose. Et à mon avis, essayons peut-être à travers cette feuille de route de se reposer les bonnes questions et de dire aujourd'hui de quoi on a besoin, parce que si cette feuille de route répond à des attentes communes, au moins je pense que ça sera gagnant-gagnant pour tout le monde et surtout la matière première, je pense que la coalition attend, c'est des engagements de chacun à participer, ça marchera. Donc ça, c'est ma première remarque. Et effectivement, la deuxième chose, je pense qu'à travers en tout cas, le projet que je suis en train de mener et des discussions que j'aurai avec Climate Chance dans les jours qui viennent, c'est évident de comprendre justement comment ce projet, comme d'autres, on peut essayer entre guillemets, de l'accompagner justement en essayant d'en faire, je dirais pas un flagship, mais l'idée c'est qu'en sélectionnant quelques initiatives, ça serait super à mon avis, et je ne parle pas parce que c'est intéressant pour mon projet, mais d'agglutiner, de trouver à travers différents secteurs l'occasion, encore une fois, de cette co-construction, co-participation et d'arriver justement à réfléchir aujourd'hui à faire des projets beaucoup plus ambitieux. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui est super intéressant, mais je vais peut-être réagir un peu à chaud en disant, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise initiative. L'enjeu qu'on a tous, c'est de dire maintenant comment est-ce qu'on peut aller plus vite et faire mieux. Et donc, il y a vraiment, à mon avis, aussi une idée de dire, plutôt que de faire chacun des petits projets dans son coin, il faut qu'on arrive effectivement à peut-être mettre en place des mécanismes que chacun aussi pourra s'approprier et sur lesquels on pourra avoir des effets d'échelle beaucoup plus importants. Donc voilà, encore une fois, moi aussi j'appelle à ce que derrière, à travers l'engagement de chacun, on puisse aujourd'hui avoir une feuille de route qui soit maintenant encore plus tournée, même si le dialogue est très important avec les différentes parties prenantes. Et je le rencontre, moi, enfin, je le vis constamment aujourd'hui. Encore une fois, derrière, délivrer des choses et d'avoir des résultats concrets à plus grande échelle possible, je pense que c'est un enjeu commun qu'on a tous. Merci Stéphane. Est-ce qu'on peut écouter Alexis et Victor? Une petite réaction. Là, vous êtes sur mute. Oui, je ne sais pas si Alexis, tu veux commencer? Non, vas-y, je t'en prie, Victor. Okay, merci. Oui, je pense que je rejoins Stéphane. On voit ici que différentes initiatives sont menées et toutes très intéressantes. On voit qu'un des enjeux pour des acteurs comme nous, c'est évidemment la question de la mise à l'échelle. Donc, je pense que ces questions-là, en termes d'impact et notamment de transition vers des sociétés plus bas carbone et plus résilientes sont nécessaires. Et je pense que là-dessus, on a un vrai impact. Et c'est sûr que partir du concret, c'est fondamental. Et après, on peut s'en inspirer pour
pour développer, comme le disait Stéphane, hein, je pense que je le rejoins complètement, des initiatives qui portent plus, qui s'inscrivent dans différents pays, dans différents contextes. Alors, il n'y a pas de conditions de réplicabilité qui sont parfaites, on le voit, on a beaucoup de contraintes sociales, techniques, économiques, mais du coup, je pense qu'il faut en tout cas avoir une feuille de route qui s'oriente vers plutôt une mise à l'échelle. Très bien. Et Alexis? Oui, je rejoins en tout cas les deux conclusions. Juste un mot peut-être que j'ai souligné aussi dans la feuille de route, dont on aura sûrement l'occasion de reparler, et je pense que c'est important de mettre l'accent sur la qualité de l'accès à l'énergie. Je pense qu'on voit de plus en plus de solutions techniques qui ne permettent pas vraiment aux populations de sortir de la pauvreté énergétique. Aujourd'hui, on a énormément je pense que plutôt que de parler d'accès à l'énergie, en fait, il faut sortir de la vision binaire de l'accès à l'énergie et plutôt considérer différents niveaux d'accès à l'énergie et ne pas se limiter à un simple accès. On voit énormément de gens qui passent d'une situation de non-accès à une situation de précarité énergétique ou de pauvreté énergétique, que ce soit en zone rurale ou en zone périurbaine, avec des gens qui ont finalement accès à un réseau de qualité moindre, mais c'est également le cas en France pour toutes les personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Je pense qu'il y a un réel enjeu à travailler sur la qualité de l'accès, et donc et c'est également ce qu'on fait au sein du GRS en tant qu'ONG, avec un rôle aussi de R&D sur le secteur, mais de travailler sur des solutions techniques, économiques et sociales qui permettent aux gens de sortir de la pauvreté énergétique et pas seulement de donner un simple accès. Et c'est notamment pour ça qu'on travaille beaucoup sur les productifs, comme on en a parlé tout à l'heure. Sinon, je rejoignais, c'est ce que j'ai souligné dans la feuille de route, et je rejoignais également les constats de... Ok, super. Merci beaucoup, Alexis. On voudrait quand même juste écouter aussi la réaction de Maïmouna et de Djadji avant de conclure officiellement cet atelier. Maïmouna, si vous êtes toujours là. Est-ce qu'on aura le droit d'intervenir, madame? On voudrait beaucoup, mais on est vraiment limité en termes de temps, et notre interprète, je crois qu'elle va déjà pas tarder à partir. Donc, on va plutôt les réactions, on pourra avoir des réactions par mail aussi, sans souci. Maïmouna, elle est toujours là? Oui, je suis toujours là, merci. Je pense il y a déjà des conclusions très intéressantes par rapport à la feuille de route. Et là, moi, je vais beaucoup plus m'appesantir sur les initiatives vraiment inclusives, que l'on prend en compte vraiment les populations les plus vulnérables, qu'on les intègre dans les différents projets et programmes qu'on met en œuvre, mais également de prendre en compte les différents, quand on parle d'accès à l'énergie, de prendre en compte les différents niveaux, que ce soit les énergies renouvelables, la cuisson, etc., mais également vraiment des projets qui contribuent à la valorisation des activités génératrices de revenus, pour vraiment permettre de créer d'emplois pour les jeunes, les femmes. Pour moi, c'est assez important. Sinon, je rejoins les conclusions qui ont été faites par les collègues. Et je pense que ma collègue Mambousso est là et qui a eu vraiment à participer à cette coalition depuis le début. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant d'avoir cette feuille de route, et nous allons y contribuer. Nous allons vraiment contribuer à vraiment consolider cette feuille de route-là par rapport à notre expérience sur les questions d'accès à l'énergie et pour vraiment la réduction de la pauvreté énergétique. Merci. Merci, Maïmouna. Et pour terminer, Djadji. Oui, effectivement. Donc, l'essentiel a été dit de toute la façon. Donc, je rejoins aux collègues pour dire que voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie de créer des synergies, donc en tant qu'opérateur privé, mais aussi les ONG, donc la société civile, l'État, donc que chacun joue son rôle pour qu'on puisse voilà, porter ce combat-là d'électrification rurale, qui est un combat de justice sociale, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc,
en général, le milieu rural, ben, c'est le parent pauvre de l'accès à l'énergie. Donc, c'est là où on trouve la rareté de l'électricité, mais aussi la cherté de l'électricité. C'est eux qui payent le plus cher comparé au milieu urbain et tout. Et je pense que nous tous, nous devons unir nos efforts pour pouvoir, porter ce combat-là. Ok, bah, merci pour vos réactions complémentaires et on va devoir maintenant conclure. Donc, un grand merci à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin de cet atelier virtuel. Juste pour rappel, on va vous envoyer l'ensemble des présentations PowerPoint qui ont été utilisées aujourd'hui, ainsi que les enregistrements en anglais et en français de cette session et la nouvelle feuille de route de coup qui sera toujours ouverte à vos remarques et vos suggestions pour les prochaines semaines. Donc, on vous retrouve dans 2 semaines. Pour le 1er avril, on fait le prochain atelier virtuel sur la mobilité durable. Et le 15 avril, ce sera sur le bâtiment durable. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter notre site pour retrouver l'ensemble du calendrier pour les prochains ateliers. Et une fois de plus, on vous remercie. Merci à l'interprète aussi, Dominique, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à vous et merci. À bientôt. Bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée, bonne soirée.